Bonjour à toi l'ami, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc la partie 6 du sauvetage de la M3E36. Dans cette vidéo, je vais te parler en gros du démontage du moteur. Malheureusement, j'ai eu quelques petites galères avec la GoPro à ce moment-là, donc j'ai pas filmé autant que ce que j'aurais voulu. Surtout que je savais pas que ça allait marcher aussi bien, qu'il y aurait autant de personnes qui seraient autant intéressées par les vidéos. Donc sur le coup je trouvais pas ça dramatique, et puis maintenant que je vois un petit peu les vidéos que j'ai réussi à en tirer, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je me rattraperai pour la suite des vidéos. Je ferai une vidéo plus complète avec plus de détails du remontage du moteur, etc. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, tu verras vraiment en gros le démontage du moteur, les points sur lesquels ça a tiqué un petit peu, où il y a eu quelques petites galères. Et juste avant de commencer cette vidéo, je vais te faire la présentation, donc je t'ai pas oublié, donc je te fais la présentation donc, des combinés filetés Max Speeding Road. Donc je vais te donner le modèle du véhicule dont on parlera par la suite, dont on fera un autre projet dessus. Donc c'est un truc que j'avais en tête depuis un petit moment. Je me sentais pas spécialement dans les capacités de faire ce projet là, et puis au final là je pense que j'ai pris on va dire assez de connaissances mécaniques et techniques pour pouvoir me lancer dans un truc comme ça. Donc je te parlerai vraiment très en détail de ce projet là, surtout quand ça commencera à aboutir, quand la M3 sera finie et tout, et qu'on commencera ce projet. J'essaierai de développer le plus possible pour être sûr que si jamais tu envisages de faire un projet comme ça, en fait tu puisses tout simplement le faire juste en regardant les vidéos. Donc je vais essayer vraiment de détailler au mieux, de faire vraiment des explications claires et précises. Comme ça, au moins, si jamais tu te retrouves en difficulté sur un projet de prépa turbo sur le même moteur que je vais te montrer juste après, au moins tu pourras en gros le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui te promettent mille et une merveilles, qui disent oui, moi je vais faire ci, je vais faire ça, au final ils aboutissent à jamais à rien. Ce projet là, je voulais pas en parler, tout simplement parce que je trouvais que c'était pas le moment. Max Speeding Road m'a un petit peu forcé la main du coup, donc c'est pour ça que je t'en parle, mais sinon je l'aurais pas fait de suite. C'est pas que je vais te faire des cachotteries ou quoi, c'est juste tout simplement que je veux pas te parler d'un projet, te faire languir d'un truc et que t'attendes pendant des mois et des mois avant que je commence à réellement en parler. Mais là bon, vu qu'on avait fait le partenariat avec Max Speeding Road et qu'ils m'ont envoyé des pièces donc pour le véhicule en question que je vais swapper en turbo, je me suis dit bon, je vais quand même vous en parler, je suis obligé. Donc là je vais te faire la présentation des combinés Max Speeding Road. Donc c'est pour une E46, donc voilà, le projet se fera sur une E46. J'ai pas choisi cette voiture pour rien, je raconterai tout au moment où le projet aboutira à quelque chose de concret. Au moins si jamais tu envisages éventuellement de prendre des combinés sur une E46, si tu en as une ou si tu comptes en acheter une, au moins tu verras un petit peu à quoi ressemblent les combinés pour ce modèle là de voiture. Très honnêtement, je les ai déballés parce que le carton avait pris un petit coup pendant le transport, et honnêtement je suis agréablement surpris de la qualité, parce que du Max Speeding Road j'en ai déjà pris, et je trouve que là ils ont fait un vrai bond en avant sur la qualité des combinés filetés. Honnêtement c'est ouf. De toute façon, juste aller voir comme ça, aller prendre en main, tu sais tout de suite que voilà, il y a un niveau qui a été franchi là au niveau de la qualité des matériaux, c'est incroyable. Et juste après, du coup, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais te montrer un petit peu pourquoi je suis obligé d'aboutir au projet. Alors, je vais pas parler comme tous les autres, une bonne partie des youtubeurs qui te racontent mille et une merveilles et qui font jamais rien. Là, je vais vraiment te montrer pourquoi je suis obligé de faire le projet. J'ai pas le choix, et je te montre ça juste après. Déjà, je te montre les combinés, et ensuite, on va aller dans un autre garage où j'ai stocké un truc qui fait que je suis vraiment, voilà, j'ai le nez dedans, je suis obligé de le faire. Je me suis pas lancé comme ça à t'en parler sans être sûr de pouvoir réaliser ce projet, ou même être sûr d'avoir les capacités de pouvoir réaliser ce projet là. Donc comme je te le disais, le carton a déjà été ouvert parce qu'il avait été un petit peu endommagé pendant le transport. Là concrètement ils m'ont envoyé, comme je te disais, les combinés, c'est pour une E46. Donc je vais te faire le déballage en direct du combiné. Donc il t'envoie une petite pochette Max Speeding Road avec du coup toutes les informations pour le réglage des combinés. Tu as deux clés de réglage de hauteur des combinés pour la contrainte du ressort, et en même temps la hauteur du combiné pour régler en fait ta hauteur de caisse. Et là on a donc les combinés filetés.
Alors quand je te parlais de meilleure qualité par rapport aux combinés première génération, je vais te mettre une photo pour que tu aies un visuel. Mais les premiers combinés, donc les combinés première génération, ils n'étaient pas du tout comme ça. Donc là tu peux voir que la qualité du combiné est carrément mieux quoi. Ils ont pris un vrai niveau par rapport aux anciens. Comme tu peux le voir, la molette de réglage et tout, elle a absolument rien à voir. T'as les coupelles réglables sur celle-ci. T'as tous les réglages, donc réglage coupelle plus du coup détente. Donc là comme je te disais, tu peux régler ta hauteur de combiné. Donc cette tige là sert à régler en fait la hauteur de ton combiné. Donc tu défais ton contre-écrou et tu desserres donc ta partie basse pour pouvoir en gros régler ta hauteur. Ensuite ici tu viens régler la contrainte de ton ressort. Donc plus tu vas venir l'écraser, plus en gros la voiture va avoir un comportement de bout de bois. Concrètement ça va être super dur sur la route, mais après si tu fais de la piste ou si tu l'utilises plus pour un usage au quotidien, c'est toujours mieux de pouvoir régler ça, comme ça au moins si jamais tu veux le confort plutôt que la performance, au moins tu peux régler ça comme ça. Donc là tu vois, tu as donc du coup les combinés avant, les petites coupelles inférieures qui vont à l'arrière donc avec tes ressorts. Sur les E46, les amortisseurs sont pas intégrés au ressort, contrairement à l'avant. Donc en gros, c'est-à-dire que tu as ton ressort, tu viens mettre donc ta coupelle en dessous là pour pouvoir régler donc ta hauteur, plus en même temps la contrainte de ton ressort. Et tu as ton amortisseur qui vient lui se mettre à part. Donc là tu as l'amortisseur qui lui se trouve donc du coup comme je te disais à part de ton ressort. Donc là tu vois tu peux régler donc ta hauteur de ton amorto. Donc avec ta bague donc de verrouillage pour bloquer donc la partie basse pour plus qu'elle bouge. Donc tu viens la bloquer, la serrer avec la clé pour éviter qu'en gros elle puisse tourner. Donc tu as ton cache vérin, enfin ton soufflet en gros, qui vient en plus au niveau du combiné. Donc tu as toujours ta petite molette de réglage pour la dureté, donc la détente de l'amorto. Donc franchement ils ont fait un vrai effort au niveau des finitions et au niveau de la qualité, ça se voit. J'ai eu les deux, donc je peux te garantir qu'il y a vraiment une vraie différence. Donc comme je te disais, il n'y a plus qu'à avoir la voiture et le projet. Et une fois que j'aurai la voiture, bien évidemment, je te ferai une petite vidéo tutoriel du montage des combinés, donc pour la E46. Si jamais tu comptes en acheter, surtout n'oublie pas, tu as 10% de réduction avec le code merguez si jamais tu veux prendre directement des Max Speeding Road. Donc je te le rappelle aussi, c'est que tu as uniquement ces 10% là que sur le site officiel. Donc évite d'acheter de l'aftermarket, c'est un conseil d'amis que je te donne parce que tu risques de tomber sur des contrefaçons ou des combinés qui ont été faits avec des défauts de fabrication et que les gens ont racheté avec des défauts et qui revendent ensuite à bas prix. Donc si tu veux vraiment avoir des vrais combinés Max Speeding Road et pas avoir de galère avec, je te conseille vraiment de passer par le site officiel de Max Speeding Road. Avec le code merguez, surtout n'oublie pas, tu as 10% de réduction, donc de remise immédiate sur ta commande. Comme je le disais, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix sur des combinés, surtout à 500, 800 ou voire 1000 euros. Donc voilà, je te donne ce petit avantage. Bien évidemment, j'espère pouvoir t'offrir plus par la suite, mais c'est déjà ça de prix. Si jamais tu comptes faire une commande, au moins tu auras déjà ça de gagné. Je tiens à remercier aussi Quentin, donc celui-ci, le petit Lascar, là je t'en ai déjà parlé, c'est le gars qui devait en gros m'aider pour aller récupérer la voiture en Corse si jamais j'avais eu plus de moyens en gros. Donc je tiens à le remercier parce qu'il est venu m'aider à sortir le moteur de la E36, donc c'était pas une mince affaire, c'était vraiment galère. Même lui il en a chié, pourtant il a l'habitude de déposer ce genre de moteur, mais là pour le coup il en a chié, rien qu'avec le système SMG c'était un peu plus galère que d'habitude. Je tiens également à m'excuser d'avance pour la qualité du son, je sais qu'elle est pas ouf, mais je te rappelle qu'il y a quand même 6 mois d'écart entre du coup au moment où je te parle et les dernières vidéos que tu t'apprêtes à voir. Donc forcément le son j'étais pas encore au courant, j'avais pas commencé les montages encore, donc là je te dis dans les prochaines vidéos la qualité du son sera beaucoup mieux. Faut juste un petit peu de patience et puis en espérant que je puisse t'offrir des images de meilleure qualité, des montages de meilleure qualité et un son de meilleure qualité par la suite.
J'essaye d'investir au fur et à mesure, mais bien évidemment c'est assez compliqué de s'occuper des projets des véhicules et en même temps donc du coup de gérer tout ce qui est du coup GoPro, logiciel de montage, en même temps micro, etc. J'essaie de vraiment faire un comparatif. Je pense repartir directement sur une caméra qui sera de nouvelle génération, mais pour l'instant il faudra se contenter de ça. Je m'excuse d'avance, mais par la suite je te promets de faire mieux. Un colis où il y a marqué Merguez Machine, ça fait plaisir. N'oublie pas surtout de venir nous suivre sur nos réseaux, donc sur Instagram et à t'abonner donc à notre chaîne YouTube. Dans pas longtemps je vais faire un petit sondage, ça me tient vraiment à cœur de savoir si en gros tu voudrais éventuellement que je fasse une vidéo de présentation du Jeep. Je sais que ça sort un peu de son contexte, c'est un autre délire, hein. Je sais que l'univers 4x4 et l'univers auto c'est vraiment deux mondes bien distincts. Mais je te demande ça parce qu'en gros, si tu veux, ce 4x4 là, il a une histoire aussi, un peu comme la M3. Pas aussi folle que la M3, mais son histoire elle est quand même assez intéressante. Et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Surtout que depuis, il y a eu quelques événements assez marquants qui font que c'est devenu une histoire assez tragique. La fin est pas cool du tout. Mais si jamais tu es pour ou même contre que je te fasse une vidéo, je tiens juste à ce que tu viennes nous suivre sur Insta et je vais lancer un sondage d'ici je pense une semaine ou deux. Donc bien évidemment là à l'heure où je te parle on est le 17 septembre. Bien évidemment si tu regardes la vidéo donc 17 septembre 2023, si tu regardes la vidéo dans 6 ans et que tu viens du coup pour répondre au sondage, non, ce sera déjà passé, désolé mec. Mais là, d'ici, je pense, 2 semaines, je vais lancer le sondage, savoir si du coup il y a du monde qui sera intéressé pour que je me diversifie un petit peu et que je te fasse une présentation donc, du Jeep, des véhicules que j'ai déjà dans mon garage. Et comme je te dis, l'histoire est assez intéressante. Vraiment, je te vends pas ça comme ça, c'est vraiment une histoire assez marquante, assez triste un petit peu quand même, mais du coup voilà, si tu tiens à ce que je la fasse ou pas, écoute, je t'invite à tout simplement venir voter donc sur Instagram où je lancerai le débat, donc dans l'une de mes stories, je ferai un sondage pour savoir si du coup il y a du monde intéressé ou pas. Je vais te montrer pourquoi dans tous les cas je parle pas chinois, parce que derrière cette porte se cache quelque chose qui m'oblige à réaliser ce projet turbo. Voilà. J'ai déjà le moteur. Donc tu vois, je parle pas dans le vent. Je suis pas là à parler mandarin avec toi. Le moteur il est là. Il attend qu'une chose, c'est que je m'en occupe. Dans tous les cas, il faudrait que je refasse une petite santé quand même. Tu comprendras pourquoi, je t'expliquerai absolument tout. Le moteur vient pas de chez n'importe qui. C'est un de mes potes qui me l'a vendu ce moteur, donc je te dirai pourquoi on l'a démonté, pourquoi en gros on s'est retrouvé à sortir le bloc de sa voiture et pourquoi je me suis retrouvé donc à lui acheter ce moteur là. Mais bon voilà, les puristes vont reconnaître, vont savoir de quel moteur il s'agit. Moi je vais pas t'en dire plus pour l'instant, déjà je t'en ai dit beaucoup, mais là tu peux voir que voilà, c'est une belle preuve, le moteur il est présent. Donc après le projet de la M3E36, je te présente donc le futur projet qui est donc une E46 turbo. Pour l'instant je te dis pas le moteur, mais t'inquiète, je te dirai absolument tout dans les moindres détails par la suite. Oui, c'est passé un petit mois depuis la dernière fois où j'ai fait la dernière vidéo. Je me suis un petit peu éparpillé dans le sens où en fait avant de continuer le projet du M3, je voulais à tout prix finir un projet que j'avais déjà en cours qui était la restauration d'un 250 CRF pour le remettre en vente directement. Sauf qu'au final j'ai eu des galères, enfin, c'était une mission. Entre temps j'ai vendu la drifteuse à une nana qui était venue d'ailleurs du sud de la France, donc elle était vraiment déter, elle a fait 8 heures de route pour venir la chercher, enfin en gros elle est redescendue avec, donc elle a fait 8 heures de route pour redescendre, mais on voit elle avait pris le train et tout, elle était venue déjà une première fois, ensuite elle est revenue une deuxième fois pour la prendre, enfin, c'était vraiment déter. Donc là je me réattaque un petit peu au M3 pour certains trucs, parce qu'au final j'ai pris une décision, je pense que ça me fait chier de démonter, remonter, donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter une bonne fois pour toutes et faire la restauration finalement complète.
Je pense même que ça va partir directement en peinture. Je vais tout faire d'un coup plutôt que de me prendre la tête à démonter le moteur, faire le compartiment moteur en peinture, ensuite remettre le moteur, ensuite rouler un peu avec, m'occuper de l'intérieur, etc. Je préfère tout faire d'un coup finalement. Ça me fait un peu chier parce que j'aurais préféré rouler un petit peu et en profiter. Mais malheureusement, les choses ont fait que voilà, j'ai pesé le pour et le contre et c'est pas forcément plus mal de taper la resto direct. Le seul truc c'est les finances. Faut que j'arrive à me démerder pour avoir les sous pour finir. Donc la drifteuse déjà renfloué un peu mes caisses. Le fait de l'avoir vendue, donc déjà c'est cool. Après si je finis le CRF du coup bah ce sera nickel parce qu'au moins je pourrais réinjecter. Normalement le CRF je compte le vendre 2000-2005, donc ça me permettrait d'injecter pas mal de sous dans le M3. Donc, voilà. Donc là je vais tout préparer, j'ai re-rempli tout le système de liquide de refroidissement. Je l'ai rempli avec de l'eau. Donc j'ai rempli, là j'ai mis 6 litres de flotte et j'ai mis 1 demi-litre donc du coup de vinaigre. Enfin j'ai même mis plus qu'un demi-litre, j'ai mis 1 litre. J'ai mis quasiment 1 litre. Pour pouvoir en fait nettoyer tout le circuit de liquide de refroidissement. Donc ce qui est bien c'est que le vinaigre en chauffant il va décaper un peu toute la merde qu'il y aura dans le circuit de liquide de refroidissement. Vu que j'avais démonté le radiateur du coup du TDS qui était en alu et que je l'ai remonté sur celui-là, du coup j'avais plus de liquide de refroidissement, donc c'est pour ça que j'ai mis de la flotte. Là c'est vraiment juste pour nettoyer le circuit, je viens tout juste de la mettre parce qu'il faut éviter de mettre de la flotte dans un circuit de liquide de refroidissement, sinon ça fait du calcaire et ça peut défoncer la pompe à eau et provoquer de la corrosion aussi dans les conduits, obstruer les conduits, donc c'est pas le top hein. Ça c'est juste bien pour pouvoir nettoyer un circuit une fois avec du vinaigre là comme je vais le faire, mais sinon après il faut vidanger direct. Et pareil du coup j'ai ce produit là que j'ai dans les mains, c'est un produit qu'on met avant de faire la vidange. Donc comme vous avez vu sur la première vidéo, quand on est allé la chercher il y avait énormément de calamine au niveau du moteur. Donc là en fait avec ce produit ce que je vais faire c'est que je vais laisser tourner la voiture le temps qu'elle arrive à 90 degrés. Une fois qu'elle est à 90 degrés je verse ce liquide directement dans l'huile. Je laisse tourner, il me semble que je dise pas de conneries. Je vais laisser tourner 15 minutes. Et une fois que ça a tourné pendant 15 minutes, on peut vidanger. Donc, et là, à ce moment-là, du coup, ça retire toute la calamine. J'ai pris ce produit parce que j'ai un ami qui l'a fait sur une de ses voitures où il avait un problème de pression d'huile. Le moteur était dégueulasse en fait. Et pour éviter du coup de sortir le bac à huile et tout et de refaire en fait un nettoyage du bas moteur, il a mis ça, il a tenté. Et au final, ça a grave bien fonctionné. Donc si jamais il y en a qui veulent nettoyer vraiment leur moteur parce que c'est un moteur qui est resté longtemps à l'arrêt ou qui est calaminé ou autre, ce produit est vraiment bien, je le recommande. Ça se trouve pour même pas une vingtaine d'euros il me semble. Donc, voilà. Donc là je vais la démarrer, la laisser chauffer, essayer de purger un peu le liquide de refroidissement, enfin, en gros la flotte que j'ai mis avec le vinaigre. Dès que c'est à peu près purgé, que j'ai plus d'air, dans tous les cas la voiture va monter en température. Dès qu'elle est à 90 degrés, j'injecte le produit. Je vais aligner la voiture au niveau de la fosse, comme ça je vais pouvoir faire la vidange direct dans la foulée. Mais du coup après malheureusement c'est que je pourrais plus la démarrer. Donc il n'y aura plus d'huile dans le circuit, je vais pas la remplir d'huile vu que je dois faire les coussinets et tout. Donc pour l'instant c'est juste en gros du nettoyage. Et là je vais préparer en gros la suite du projet, c'est-à-dire sortir le moteur avec la boîte. Pour pouvoir remplacer les coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin, vis de bielle, vis de vilo et du coup modifier la boîte pour la passer en manuel. Et ensuite il faudra voir donc avec un préparateur pour qu'il me fasse la reprogrammation du calculateur pour passer en boîte manu sur le calculo. Et j'ai commandé aussi, j'ai eu des éléments depuis la dernière fois que j'ai fait, depuis la dernière vidéo. J'ai reçu ceci. Donc c'est le pistolet de Raptor. J'en ai commandé un pour pouvoir justement faire le Raptor parce que c'est un pistolet spécifique en fait. Ici on met une cartouche de Raptor qu'on visse, par ici il y a l'air comprimé qui arrive et après bah, forcément du coup il y a le mélange qui est pulvérisé depuis le bout du pistolet. Mais donc voilà, c'est un pistolet vraiment spécifique, hein. C'est vraiment un truc fait pour le Raptor. Donc rien que ça coûte 90 balles je crois. Donc voilà, je l'ai chopé sur Le Bon Coin. Un gars qui était hyper sympa, il me l'a vendu pas cher, 35 euros. Et au moins ça permet de pouvoir faire la peinture à moindre frais. Pareil, j'ai pris aussi un pistolet de peinture comme ça au cas où j'aurais des retouches à faire pour faire vraiment un truc propre quoi. Donc pareil,
J'ai également dans le pistolet à Raptor, j'ai commandé avec au passage un déshumidificateur pour mon compresseur pour être sûr qu'il n'y ait pas de gouttelettes d'eau qui passent dans la peinture. Au moins je ne serais pas emmerdé avec des défauts de peinture. J'ai reçu pas mal d'autres pièces. Je préfère pas vous en parler pour l'instant. Je vais refaire une petite vidéo par la suite pour vous montrer les pièces que j'ai reçues. J'ai reçu des pommeaux de vitesse, j'ai reçu des clignotants de M3, enfin des clignotants tuning un peu de M3. Donc c'était les clignotants latérales, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai reçu également, j'ai commandé un kit de manomètre pour la pression d'huile, température d'huile et voltmètre de la batterie. J'ai les huiles aussi pour le pont arrière. J'ai une pochette de joints avec tous les joints moteurs qui devraient pas tarder à arriver. Putain, qui devraient pas tarder à arriver. Donc pareil, ça me retire une bonne épine du pied, mais il me reste encore le joint de sortie de pont, de nez de pont que j'arrive pas à trouver. Donc je pense qu'il faudra que j'aille chez BM directement pour aller les récupérer. Au passage, je ferai la commande pour les coussinets de bielle, coussinets de vilo et les vis. Mais voilà. Donc pour l'instant, le projet avance à tâtons. Là, je vais faire le premier redémarrage. Putain, ce bruit m'avait pas manqué. Je vais faire le premier redémarrage depuis les 1 mois où je me suis pas occupé de la voiture. Je suis quand même un peu anxieux, même si je l'ai déjà entendu tourner et tout, je suis pas trop à l'aise à la redémarrer là. Je sais pas pourquoi. Ok. Oh, putain. Bon. Fail. Je pense que c'est vraiment chier. Casse les couilles. Parfait. Invite à aller regarder. C'est pas de problème. Le radiateur en plus je l'ai posé un peu à l'arrache. Donc je préfère m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite ou de quoi que ce soit qui frotte sur le radiateur. Ça m'a l'air d'être bon. Je vais vérifier le niveau du liquide. On voit quand même quelques impuretés qui remontent. Et je sais pas si on voit à la caméra, mais on voit un petit peu le vinaigre qui fait effet sur... je sais pas si c'est la sonde de niveau de liquide. Mais en gros il y a une espèce de tige en fer là et on la voit en fait en train de se nettoyer. Ça fait des sortes de vagues en fait autour de la tige. Je sais pas si on la voit. Ok, bon, bah, ça m'a l'air d'être bon. Et ça, c'est le liquide que j'ai dû faire tomber à côté. Bon, donc là ça fait 5-10 minutes qu'elle tourne. Elle est à 90 degrés. Si on voit bien. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre le liquide. Je vais lancer un chronomètre sur mon téléphone pour être sûr que ça tourne seulement 15 minutes. Donc faut laisser régime ralenti, hein. Faut pas partir avec la voiture faire un tour ou quoi que ce soit. Chronomètre. Enfin minuteur pardon. On dirait vraiment de l'huile, hein. Voilà. Plus qu'à attendre. Je vais
décaler la voiture pour la mettre au-dessus de la fosse. Bon, du coup la GoPro a planté pour la vidéo que j'ai fait juste avant. Donc le minuteur a bien sonné. J'ai coupé le moteur, donc j'ai essayé un peu plus de 15 minutes. J'ai tardé un peu avant de mettre le liquide, donc j'ai essayé genre 15 minutes 30, un truc dans le genre. Donc là je l'ai mis au niveau de la fosse, j'ai commencé à dégager les bastins. J'ai laissé refroidir un tout petit peu histoire de pas non plus me brûler le dos avec l'huile à 90 degrés, t'as vu, donc je vais voir pour faire la vidange là. J'ai attendu à peu près 10-15 minutes et donc là normalement ça devrait bien décrasser le moteur. Ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas remonté le cache du coup avec mon pote Olivier, donc on n'avait pas remonté le cache. Donc là j'ai accès directement en fait au niveau de toute comment dire, la partie bas moteur en fait. J'entends un truc goûter depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. En tout cas elle est grasse de ça. Putain, abusé. Il y a des trucs honnêtement je sais même pas à quoi ça sert. Genre ça, je sais pas à quoi ça sert, ça, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, là on a une belle petite fuite au niveau du joint de sortie de vélo côté boîte. Ok, c'est la flotte qui est là, qui tombe depuis tout à l'heure. Okay. Chercher le truc. Ok, bon. Écoutez, on commence à démonter. Il y a tout le système SMG là qui est gras et tout. Je pense que c'est l'huile moteur qui a coulé dessus. Ça va lui faire du bien quand même, bon nettoyage et tout. Ça va être cool. Bon bah écoute, savoir pour la vidange. Voilà, je suis avec mon téléphone parce que la GoPro a replanté. Donc là j'ai défait le bouchon de vidange. On peut voir l'huile, elle est vraiment dégueulasse. D'ailleurs je suis en train d'arriver en haut. Il va falloir que je prenne un deuxième bac à mon avis. Mais à mon avis ça lui a fait du bien. Dans tous les cas là le produit du UMI, je pense qu'il lui a vraiment fait beaucoup de bien. Bon là je suis en train de retirer un petit peu tous les éléments qui vont me permettre de m'avancer en fait un maximum. J'ai retiré l'isolant au niveau du capot. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait j'avais les buses qui étaient réchauffées. En fait c'est une résistance. Et en fait les buses de capot en hiver, elles chauffent pour justement dégivrer et en fait qu'on puisse utiliser le lave-glace. Donc je savais même pas que j'avais cette option-là sur la voiture. Donc voilà, faudrait que je vois, vu que le capot je dois le remplacer à cause de l'impact qu'il y a ici au niveau de l'arête. Je pense que je vais le changer parce que là au niveau carrosserie ça va être un peu chiant à rattraper. Donc je vais pas me faire suer, je vais récupérer directement un capot d'une 36 coupé. Faudra juste que je vois si j'ai les pattes là pour pouvoir remettre le système de buse. Donc voilà, donc ça déjà c'est retiré, donc j'ai mis ça de côté. Ah ouais, la petite ligne Super Sprint que j'ai récupérée, donc ça je vous raconterai un petit peu l'histoire plus tard, mais en gros j'ai réussi à faire un échange de fou malade. J'ai changé ma ligne d'origine contre une ligne Super Sprint. Enfin full en plus, donc j'ai le Decata plus le silencieux. Enfin je vous raconterai ça par la suite. Donc là je vais continuer en fait à retirer tous les éléments un petit peu qu'il y a à droite à gauche, tout le faisceau électrique, etc. À débrancher toutes les prises, même les câbles d'accélérateur et de régulateur de vitesse pour m'avancer un maximum, et retirer aussi le système du coup SMG, donc tout le système hydraulique. Je vais essayer de le vidanger et tout. J'ai toujours pas vidangé le circuit de liquide de refroidissement, faut que je le fasse. Donc je vais devoir vidanger ça, sortir le radiateur, enfin ressortir du coup le radiateur, sortir l'admission, la boîte à air, etc. Je vais essayer de vraiment retirer un maximum de trucs pour pouvoir sortir le bloc et qu'il n'y ait rien qui gêne. Il va falloir que je dépointe ici pour pouvoir retirer la face avant, pour sortir le moteur droit, parce que j'ai pas trop envie de me faire suer à sortir le moteur pas en haut, parce qu'à mon avis ça va être une galère. Je l'ai déjà fait sur mon Jeep et franchement c'est horrible. Bon après le Jeep est plus haut, la voiture est plus basse là, mais j'ai pas trop envie de me prendre la tête, donc je vais dépointer, tant pis, parce que normalement en vrai les puristes ils préfèrent laisser ça pointer, parce qu'au moins ça veut dire que le moteur a jamais été sorti de son emplacement. Mais moi je préfère le dépointer, sortir le moteur droit et pas me prendre la tête. En plus il y a moins de risques que de faire de la merde. Et puis voilà, donc je vais essayer d'avancer un petit peu, je vais essayer de vous faire le topo au fur et à mesure. C'est assez compliqué parce que la GoPro m'a lâché, j'ai un problème avec la carte SD. Du coup, je vais essayer de filmer avec mon téléphone dès que j'en ai l'occasion, dès qu'il y a des trucs intéressants. Et comme ça, je vous montre un petit peu l'évolution de la dépose du moteur.
Donc là, avec le pote, on a retiré tout ce qu'il y avait à l'avant, au niveau de la face avant et tout, les grilles, les haricots, tout ça. Et donc tout le câblage, tout le système de fil et tout, on les a tous étiquetés, on a mis des petites étiquettes au bout pour savoir où ça va, pour pas être emmerdé au moment du remontage. Tout le système SMG il a été déposé, donc dans tous les cas je le remonterai pas. La clim est encore dessus, mais le système on sait pas vraiment à quoi ça sert, mais je pense que c'est peut-être en lien avec la boîte SMG. C'est un système qui est débrayé et tout, enfin faudrait que je confirme le truc. Mais en gros voilà, là on a défait aussi le faisceau moteur. Et puis le moteur concrètement il est prêt à sortir. En dessous il tient plus qu'avec avec le vérin de fosse. Au niveau de la boîte, on a vidangé tous les fluides. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à faire le plus gros du taf, c'est sortir le bloc quoi. Ok, donc là on est le deuxième jour du démontage du moteur. Hier on a vraiment galéré avec mon pote, c'était horrible. Honnêtement on a dû improviser de A à Z. De base on partait pour une dépose moteur qui allait prendre 2-3 heures et c'était plus sur du 5h, 5h30 de démontage. Donc le bloc est sorti, donc déjà une bonne chose de faite. Tout le système SMG c'est un bordel sans nom. Parce qu'en fait il y a toutes les tuyauteries en fait hydrauliques d'alimentation qui viennent et qui passent sur le côté comme ça et qui viennent se prendre sur la boîte de vitesse, donc ils descendent. Après il y a le système qui relie du coup la boîte, enfin le levier de SMG jusqu'à la boîte. Au début je pensais qu'il fallait démonter tout le système et tout, alors qu'en fait c'est juste un petit câble, celui qui pendouille là, c'est juste celui-ci qu'il faut désaccoupler de la boîte de vitesse et après ça sort. Mais vu que le moteur est énorme en fait, on a été emmerdé par rapport à la crémaillère en fait de direction. Donc là elle est déposée, de base elle vient se prendre ici là, entre les deux pattes de chaque côté. Et en fait le souci c'est que là, il y a du coup la direction qui vient se prendre, donc toutes les cannelures là viennent se prendre directement ici au niveau de la crémaillère. Et ici en fait il y a comme une sorte de, comment dire, de flector en caoutchouc. Et en fait c'est légèrement plus gros que le diamètre de l'axe et le moteur voulait pas passer. En fait le carter d'huile venait buter sur la partie en caoutchouc du coup du flector, donc impossible de sortir le moteur à cause de ça. Et en plus de ça, de l'autre côté, donc on voit un petit peu les collecteurs d'échappement là, on frottait, en fait ça gênait, il y avait vraiment pas la place. Comme je vous disais, hein, je voyais que tout était rentré au chausse-pied, je me suis dit le moteur ça doit être la même chose et j'ai eu raison. Pour le coup je me suis pas trompé. Le moteur il est vraiment rentré mais genre au poil de cul un peu partout. Donc ça fait que ce côté-là ça bloquait à cause des collecteurs, ce côté-là ça bloquait à cause de la crémaillère. On a dû partir sur une dépose de crémaillère pour pouvoir sortir le bloc. Et encore on a quand même été emmerdé parce que du coup on pouvait pas défaire le support moteur par le dessus de ce côté-là. Du coup on a dû le défaire par le dessous. On l'a défait par le dessous. De ce côté-là, il s'est désenquillé. De ce côté-là, il voulait pas se désenquiller de l'axe. On sait pas trop pourquoi. On a dû gesticuler le moteur dans tous les sens. Et en jouant, en fait, avec le vérin de fosse, en soulevant la boîte, on a réussi à le désenquiller. Et après, ça a touché contre le tablier. Enfin bref, c'était vraiment horrible. Honnêtement, c'était une vraie mission. J'aurais bien aimé vous filmer la dépose du moteur. Mais malheureusement, vu que la GoPro est merdouille à fond, je me suis dit que j'allais pas prendre le risque de filmer avec ça et qu'au final j'ai aucune vidéo à vous montrer, donc je préfère vous filmer directement avec mon téléphone. Du coup j'ai commencé à voir aussi, j'ai déposé le calculateur SMG histoire d'être tranquille. Je commence à essayer de voir si je peux pas modifier le faisceau d'origine pour partir sur un faisceau boîte manu standard, mais je pense qu'il y a trop de modifs à faire, donc j'hésite à peut-être revendre ce faisceau là et essayer de racheter un faisceau électrique de boîte manuelle, mais à mon avis ça doit coûter bonbon, donc je vais voir un petit peu comment je me débrouille. Soit je garde celui-ci et je garde tous les éléments externes de la boîte SMG avec les relais, les trucs, et puis j'y touche pas, je fais comme si de rien n'était, ou alors ce que je fais c'est que je repars sur un nouveau faisceau. Après dans tous les cas voilà, pour l'instant ça avance bien, mais il y a quand même eu pas mal de galères. Donc ouais voilà, il y a eu aussi le support moteur qui s'est arraché. On a voulu du coup le désenquiller ici, il s'est arraché du moteur. On a eu quoi d'autre comme galère? Ah oui, j'ai aussi arraché avec mon pote, heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce que tout seul ça aurait été impossible à sortir le moteur. Ici j'ai arraché du coup
le tuyau de DA. En fait, comme un con, j'ai laissé le bocal de DA sur le moteur, j'ai pas fait gaffe et du coup on a essayé de sortir le moteur, ça a bloqué, il y avait un truc qui bloquait, bah en fait on tirait comme des cons sur le tuyau de DA, on se rendait pas compte et en fait au moment où ça s'est désenquillé, que ça s'est mis à pisser la DA, là on s'est dit ah oui effectivement il y a un petit problème, donc on a défait le bocal, ça allait vachement mieux, mais bon après comme je vous ai dit on a été emmerdé avec le problème de la crémaillère et tout, donc voilà. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu le bâtimoteur. Je vais déposer la boîte SMG. Je vais essayer de démonter en fait une partie du système. Après, une fois que la boîte sera tombée, en fait, je vais démonter toute la partie SMG. En fait, c'est pas bizarrement. En fait, il y a un truc en plus ici, donc avec une sorte de vérin hydraulique qui vient se prendre en fait sur le système de boîte d'origine. Et à mon avis c'est ça du coup qui enclenche les vitesses. C'est pour ça qu'il y a toutes les durites qui sont reliées dessus et tout. C'est des durites à mon avis d'arrivée et de retour hydraulique. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà sortir la boîte et ensuite je vais démonter donc tout le système SMG. Je vais essayer de voir pour démonter aussi les durites hydrauliques qui passent par le moteur. Les durites hydrauliques partent du coup de la boîte de vitesses du système SMG. Et elles arrivent donc ici au niveau de la baie moteur. Ça arrive ici là, normalement les tuyaux sont boîte là. Ils remontent tout le long, tac tac tac. Passent derrière la tôle par feu là, par chaleur qui est ici. Ça arrive ici donc au groupe hydraulique qui se trouve là, que j'ai démonté aussi avec mon pote. Au niveau de la sphère et tout. Donc là il y a le réservoir avec tout le liquide hydraulique. Et après bah, tu as le circuit électrique qui vient. C'est beaucoup de comment dire d'emmerde pour pas grand chose. À mon avis je vais gagner pas mal de place et de poids en retirant ce truc parce qu'il y a des durites de partout. Les durites sont énormes en plus, je sais pas si on voit un petit peu le gabarit des tuyauteries quoi, c'est un truc de fou. Donc là pareil, sur le récepteur d'embrayage il y a aussi le système hydraulique qui arrive dessus, donc pour passer forcément pour débrayer pour le passage des rapports. Donc je pense à mon avis que c'est exactement le même embrayage qui est monté dessus, c'est exactement le même embrayage que sur une boîte manuelle standard. Je pense que c'est exactement la même chose, le seul truc qui vient se rajouter c'est vraiment le système hydraulique. Et donc cette boîte normalement je peux la modifier pour la passer en boîte manuelle. Il faut que je vois, je vais essayer de le faire. J'espère juste ne pas me foirer parce que la boîte vaut extrêmement cher. Si jamais je me foire, je m'assis sur 2000 €. Ça c'est voilà, c'est une certitude. Après donc comme on peut voir là donc j'ai démonté le moteur avec mon pote mais on voit tous les trucs de ras là que je disais quand j'étais en Corse. On n'a pas réussi à retirer donc on voit toute la paille et tout qu'il y a. Tout ça c'est les rats et encore nous on a vachement aspiré donc quand on était en Corse avec Olive on a vachement aspiré toutes les feuilles et tout. On est passé entre chaque conduit d'admission pour aspirer en fait toutes les feuilles, toute la terre que les rats avaient ramené et pour éviter que ça prenne feu mais il reste quand même pas mal, il reste vraiment beaucoup. C'est la merde qu'il y a. Là je vais en profiter en même temps pour pouvoir vraiment refaire un bon nettoyage du moteur, refaire le moteur propre et une fois que c'est fait, bah, on le remet dans la baie moteur. Donc il y a pas mal de boulot. Surtout que faut que je m'occupe aussi de déshabiller entièrement la voiture pour la préparer pour la peinture. Pareil, je vais peindre tout le compartiment moteur, donc ça va être une mission parce qu'il faut que je retire vraiment tous les éléments, même la partie électronique, le master vac, le moteur d'essuie-glace. Enfin, ça va être vraiment un gros chantier. Sans parler que tout le moteur est gras, vraiment que je dégraisse un maximum, que je ponce, faire une bonne préparation pour la peinture, quoi.